BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Pierre-Henri de Menton. Bienvenue dans l'entretien HEC en collaboration avec Challenge, avec HEC bien sûr, avec le cabinet de stratégie Bain. On est ensemble maintenant, vous le savez, pendant 1 heure avec Pierre-Henri de Menton, directeur de la rédaction de Challenge. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. On fait passer un grand entretien à une invitée, j'ai bien dit, pour une fois, avec aujourd'hui c'est celle qui dirige le premier gestionnaire d'actifs européen, le 8e mondial. Bonjour Valérie Baudson. Bonjour Edwige. Vous êtes la directrice générale d'Amundi. Bonjour Valérie Baudson. Alors vous gérez, en effet, vous êtes le numéro 1 en Europe de ce qu'on appelle la gestion d'actifs. Vous gérez un monstre de la finance, 2000 milliards sous gestion. On est au niveau des très grands gestionnaires de fonds américains, par exemple. Et Amundi a pour maison mère, il faut le rappeler, le Crédit Agricole, qu'on connaît mieux. Amundi, c'est une société qui est cotée en bourse. Vous avez une capitalisation d'environ 11 milliards d'euros. Et avant qu'on enchaîne, je vais juste vous rappeler que l'interview sera bien sûr dans Challenge, sur le site de Challenge, sur le site de BFM Business et avec une rediffusion, je crois, Edwige. Absolument, ce week-end, 2 fois sur week-end sur BFM Business. Mode d'emploi, grosso modo, mais peut-être maintenant vous connaissez, des questions d'actualité, bien sûr, et Dieu sait qu'il y en a dans la finance, le brief de Bain, ensuite des questions business plus centrées sur Amundi, et puis en deuxième partie, alors cette fois-ci on passe la main à HEC, on va sur le campus, un micro-trottoir et des questions des alumni. Mais tout de suite justement les questions d'actu. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Valérie Baudson, malgré les déclarations rassurantes, ce qu'on peut dire, c'est que le système bancaire, il tremble sur ses bases. La crise de confiance gagne le cœur des banques. On l'a vu avec la Deutsche Bank, mais pas que. Quelle est votre analyse et comment vous gérez en tant que patronne d'Amundi, comment est-ce que vous gérez vos investissements dans le système bancaire et financier ? Bon, alors tout d'abord, le système bancaire ne tremble pas du tout sur ses bases. Je m'inscris en faux sur ce dernier point. On est aujourd'hui en 2023, on a une situation qui est très différente à 2008, auquel beaucoup de commentateurs font référence. Les grandes banques systémiques mondiales sont aujourd'hui considérablement plus encadrées, considérablement plus régulées. C'est le cas en particulier des banques européennes avec Bâle III et des grandes banques françaises. Donc il n'y a pas de crise bancaire en France. Il y a quelques inquiétudes ni en Europe, du marché. Ni en Suisse, ni... En Suisse, on a bien évidemment eu l'épisode Crédit Suisse, qui est un épisode vraiment très concentré sur cette banque, qui d'ailleurs a été gérée de manière extrêmement rapide, avec une solution qui, à mon avis, est bonne pour la banque, est bonne pour ses clients, mais qui n'aura pas de contagion en Europe. Vous ne nous dites pas circuler, il n'y a rien à voir quand même. Je dis qu'il faut qu'on fasse attention à certaines banques régionales aux États-Unis. Ce sujet-là est un sujet important. C'est des petites banques, c'est des banques... qui ne sont absolument pas systémiques. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas du tout de lien avec ce qui se passe en Europe aujourd'hui et que je reste très très ferme et très directe sur le fait que nous n'avons pas de crise bancaire en Europe aujourd'hui, ni en France. Alors il y a quand même eu, on parlait des banques centrales qui sont arrivées un peu comme des pompiers, ce qu'elles avaient, ça a rappelé des mauvais souvenirs, à la fois la Réserve fédérale américaine et puis la BCE même en fin de semaine dernière, parce qu'il y avait des doutes sur la Deutsche Bank, donc Christine Lagarde a dû intervenir. Ils ont un job, les banquiers centraux, c'est de lutter contre l'inflation. Ils se sont engagés depuis des mois et des mois à remonter les taux. Ça se passe presque chaque semaine, une espèce de course-poursuite entre les États-Unis et l'Europe sur le sujet. Ça change complètement la donne, à mon avis, pour votre secteur. Quel est le bon équilibre, puisque on le voit, cette hausse des taux peut fragiliser aussi le système bancaire. Oui, vous avez... Est-ce qu'il faut qu'il continue ? Non, alors la hausse des taux aujourd'hui n'a pas du tout fragilisé le système bancaire. En revanche, vous avez tout à fait raison. Le rôle d'un banquier central, c'est d'abord et avant tout de lutter contre l'inflation. On a vu et on voit depuis un certain nombre de mois une inflation qui est importante et une inflation cœur, comme disent les financiers, qui continue à progresser. Et donc les banquiers centraux font très très bien leur travail, que ce soit la Fed ou que ce soit la BCE. Ils continuent à augmenter les taux pour continuer à juguler cette inflation. C'est bon ce sera bon pour l'économie et pour nous tous à la fin. Le fait même que Christine Lagarde
et annoncer cette nouvelle hausse des taux en pleine inquiétude sur Deutsche Bank montre bien la solidité du système bancaire européen et allemand, sinon elle ne l'aurait jamais fait. À la fin de l'argent facile, quand même, on voit bien que ça fait trembler, j'ose plus dire sur ses bases, mais enfin, ça a quand même changé la donne pour le système bancaire, comme l'a dit Pierre-Henri. Hein. Alors ça change la donne, évidemment, pour le système bancaire, mais vous savez, le concept d'une banque, c'est de transformer, bien évidemment, recueillir de l'épargne de ses clients pour pouvoir le réinjecter dans l'économie, réelle. Quel que soit le niveau des taux, le niveau de l'épargne est corrélé au niveau des prêts. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre problème vis-à-vis des banques. Il y a juste cette période de passage qui a été, il est vrai, rapide de hausse des taux et auquel il faut qu'on s'adapte. Qu'est-ce que disent les experts d'Amundi ? Je pense que ça va continuer le temps. Les banquiers centraux sont très clairs sur le fait que ça va continuer le temps que l'inflation soit l'inflation cœur arrive à être jugulée, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour le moment. Alors on parlait de Banque centrale. La Banque de France elle a émis une grande note de conjoncture il y a quelques jours, plutôt rassurante, en disant que le pic d'inflation était derrière, qu'on allait échapper à la récession. Je voulais savoir si ce scénario plutôt optimiste, c'est aussi le vôtre. On a effectivement un scénario pour l'Europe aujourd'hui et pour la France en particulier qui est beaucoup plus optimiste que celui qu'on avait il y a 6 mois. La crise énergétique a globalement été bien gérée en Europe. C'est celle-là qui nous inquiétait tous beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle on va échapper à la récession, ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois encore. On parle d'une forme de stagnation. On ne sera pas en croissance, évidemment, en 2023, mais en tous les cas, on ne sera pas en récession. On est un petit peu plus pessimiste sur les États-Unis, pour lequel il est probable que nous rentrions dans une récession, j'espère courte, brève et relativement peu forte, mais à partir du Q2, c'est probable. Juste avant de parler de la Chine, parce qu'évidemment, c'est très important de savoir si la Chine est encore la locomotive de la croissance mondiale. Un point sur les marchés actions, est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours très surestimés? Est-ce que vous attendez à une violente correction? On reste prudent sur les marchés actions. Ils font encore l'objet de valeurs relativement importantes. Et aujourd'hui, dans nos recommandations d'investissement, on privilégie les obligations d'entreprises de bonne qualité et les obligations d'État. Vous êtes très présent en Chine, à Amundi. On a vu que le rythme de croissance de la Chine faiblissait. Est-ce que ça peut rester, ça va rester, la locomotive de la croissance mondiale? Quelle est votre analyse, encore une fois? Oui, je pense qu'une des bonnes nouvelles de ce début d'année 2023, c'est effectivement la réouverture de la Chine. Avant Noël, on était encore un peu inquiet sur cette locomotive. Le fait que la Chine est réouverte, et bien qu'elle ait à récupérer, et ça prendra un petit peu de temps, j'allais dire la dynamique qu'elle avait précédemment, on estime que sa croissance sera d'environ 5% cette année. C'est quand même 2 fois supérieur à la croissance mondiale. C'est indiscutablement supérieur à la croissance européenne et américaine. Et dans ce sens, en relatif, ce sera probablement une forme de locomotive, oui. Alors, votre métier, c'est de gérer des risques quand on fait de la gestion d'actifs. Il y a des risques qu'on ne voit pas venir. On appelle ça, dans la théorie économique, le signe noir. Donc, on a eu la crise Covid, que personne n'a vraiment venu. Certains avaient vu venir la guerre en Ukraine, en tout cas pas tellement sur les marchés financiers. Qu'est-ce que disent vos analyses, vos experts? Quel va être le prochain signe noir? Quel est le risque majeur? On a vu que ce n'était pas la crise bancaire systémique. Quel pourrait être qu'est-ce qui va nous tomber dessus là, dans les mois qui viennent? Non, je pense que d'un point de vue macroéconomique, les points les plus importants aujourd'hui, c'est ce qui se passe aux États-Unis, parce que les États-Unis sont également une locomotive au niveau mondial, comme l'Europe, comme la Chine. Et donc, c'est ça qu'on va surveiller, évidemment. Qu'est-ce que vous allez précisément surveiller aux États-Unis? Parce qu'on voit bien quand même le niveau de croissance. Le niveau de croissance, oui. Encore une fois, je pense qu'à partir du 2e trimestre, on va avoir une croissance qui va ralentir significativement aux États-Unis. Pas de trou noir, pas de choc comme vous l'imaginez, mais tout simplement un niveau de croissance qui baisse. Et c'est celui-là auquel on va faire attention, bien évidemment. Encore une fois, en Europe, on est beaucoup plus optimiste sur ce qui peut se passer. On reste raisonnable. 2023 et 2024 ne seront pas des années à forte croissance, évidemment, mais les choses devraient bien se passer.
Très optimiste. Valérie Baudson, dernière question d'actualité avant de passer au brief de Bain. Emmanuel Macron, retour en France. Lors de son intervention, il a dénoncé, je cite, le cynisme des entreprises qui procèdent au rachat d'actions après leur super profit. Il veut une taxe exceptionnelle. Vous, je crois, vous avez aussi procédé à un rachat d'actions, mais comme de nombreuses entreprises. Enfin, en tous les cas, est-ce que, BNP notamment, est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une mauvaise utilisation de ces super profits? Est-ce que la taxe exceptionnelle vous paraît justifiée? Alors, non, on n'a pas procédé à des rachats d'actions, mais ce que je comprends de cette taxe, finalement, c'est plutôt une incitation pour les entreprises à abonder plus fortement en matière de participation et d'intéressement. Et là, pour le coup, moi, j'y suis extrêmement favorable. Je fais partie des gens qui considèrent qu'un capitalisme responsable est un capitalisme efficace. Pour ce faire, il faut qu'on partage les profits, et en particulier avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire également avec nos salariés. Et chez Amundi, on a un salarié sur deux, bien qu'on soit à côté depuis très peu de temps, qui est actionnaire d'Amundi. On a un accord de participation et d'intéressement. Combien de salariés? 5300 exactement. Ouais. Mais le fait pour une entreprise de racheter ses propres actions, ça vous paraît... Parce que Joe Biden a aussi mené une campagne aussi contre cette pratique qui est très développée. Il y a 1000 entreprises, plus de 1000 entreprises aux États-Unis. Donc aux États-Unis, qui gagnent beaucoup en Europe. On parle des très grandes entreprises. Est-ce que ça vous pose un problème du point de vue de la répartition, du partage de la valeur? D'un point de vue général, ça n'en pose pas, à condition que toutes les parties prenantes en profitent également. Et je crois que c'est ça la proposition du président Macron, et c'est ça la bonne proposition. Flou, hein. Oui, mais en tous les cas, ce que j'en ai compris, c'est ça. C'est-à-dire justement d'en faire profiter pas seulement les actionnaires, mais de faire profiter toutes les parties prenantes, y compris, encore une fois, ses salariés. L'entretien HEC se poursuit tout de suite, c'est le brief de Bain. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Rebonjour, c'est l'heure, le moment du brief de Bain. Alors, ça tombe bien, nous avons Nicolas Harlet qui est associé chez Bain & Compagnie. Bonjour Valérie Baudson, bonjour Edwige Chevrillon, bonjour Pierre-Henri de Menton. Bonjour monsieur. Valérie, vous avez pris la tête d'Amundi, 8e asset manager mondial, premier asset manager français, et donc bravo. Plus de 100 millions de clients particuliers détiennent des fonds Amundi. Vous êtes décrite avec Christine Lagarde comme une femme puissante en Europe. Vous êtes discrète, mais aussi décidée. Votre prise de fonction s'est faite dans des situations exceptionnellement compliquées. Une baisse conjuguée du marché actions et du marché obligations en 2022, des tensions géopolitiques extrêmes, la guerre en Ukraine, les relations sino-américaines, mais aussi une hausse inédite des taux et de l'inflation. Et malgré tout, bravo à vous et à vos équipes. Vous avez annoncé des résultats exceptionnels en 2022 avec plus de 1 milliard de bénéfices. Vos défis se situent sur 3 fronts: la croissance, l'ESG et la technologie. Concernant la croissance, vos ambitions se portent avant tout en Europe et en Asie. L'obligataire va être porteur, les actions volatiles. Votre présence sur la gestion passive, renforcée avec l'acquisition de Lyxor, va être un véritable atout. 2 interrogations. Une première interrogation sur le private asset et une deuxième interrogation sur vos relais de croissance future. 8e mondial, mais 4 fois plus petit que le leader. Concernant l'ESG, c'est au cœur de la raison d'être d'Amundi, le service des clients et de la société. Vous appliquez l'ESG à vous-même en interne et sans dogmatisme sectoriel, vous poussez les sociétés dans lesquelles vous investissez à se transformer. La technologie est un virage récent que vous avez initié. Forte des acquisitions et des intégrations et d'un outil interne, vous le proposez à des tiers, à la fois en tant qu'éditeur, mais opérateur. C'est un relais de croissance. Ceci étant posé, Valérie, j'ai une question. Est-ce que vous souhaitez devenir le 4e ou 5e mondial? Et avec quelles ambitions en Chine et en Inde? Et vous avez 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup d'abord pour ce beau portrait d'Amundi. Et de vous. Alors, il est vrai que la taille, ça compte quand on gère, quand on dirige un gérant d'actifs, parce qu'on est dans une industrie dont les marges baissent et donc on est condamné à avoir une taille qui augmente.
Mais le ranking n'est pas un objectif pour Amundi. Ce qui compte pour nous, c'est convaincre toujours plus de clients tous les jours, que ce soit des clients particuliers comme vous et moi, ou que ce soit des grands clients institutionnels partout dans le monde, avec, comme vous le disiez, un focus très particulier sur l'Europe parce que c'est notre marché, c'est notre ADN, et puis sur l'Asie parce que c'est en Asie que la croissance se fera dans les 2 décennies qui viennent, tout simplement pour des raisons démographiques. C'est là que la middle class grossit le plus rapidement et que les besoins d'épargne grandissent. C'est là aussi que la population vieillit et que les besoins de retraite se font les plus importants. Et donc on a par exemple en Asie, en Inde, une joint venture fantastique avec la première banque indienne qui s'appelle SBI. On a 17% de part de marché en Inde et on sait d'ores et déjà que ce sera un relais de croissance fantastique pour le futur. Mais donc, vous n'avez pas complètement répondu. Est-ce que vous avez un appétit de croissance très fort? Oui, bien sûr. On y reviendra du reste parce qu'il y a des questions sur ce point-là. Non, ma réponse était oui, bien sûr. Encore une fois, compte tenu de notre industrie, c'est très important pour nous de continuer à croître, et particulièrement sur ces 2 continents. Mais ce n'est pas une histoire de ranking par rapport au niveau mondial, en particulier parce que les États-Unis représentent toujours 50% de la gestion d'actifs dans le monde. La France, par exemple, 4%. Et le fait même d'être un des 10 premiers mondiaux aujourd'hui, je pense, avec notre base de départ, est un beau succès. Donc on continuera à grandir, mais ce qu'on veut faire, c'est d'abord et avant tout servir nos clients bien, pour ceux qui le veulent, et continuer à en convaincre de plus en plus tous les jours. Merci Nicolas. Merci. Nicolas Harley, donc associé chez Bene. Cabinet Bene. On reviendra sur les questions du SG parce que là aussi, il y a 2-3 questions des alumni tout à l'heure. Pour l'instant, les questions business, l'entretien HEC se poursuit. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Et maintenant, les questions business avec Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi. On va parler plus précisément d'Amundi avec, on le disait à l'instant dans les minutes Bain, l'ESG qui est au cœur de la raison d'être. Et depuis des années, vous êtes sans doute une des institutions financières qui a été la première à réagir sur ce qu'on appelle la transition ou la transformation liée au réchauffement climatique, au cœur de la stratégie. Donc, très surveillé, et vous avez fait l'objet il y a quelques semaines d'une polémique. Vous avez été accusé de greenwashing parce que il y a certains de vos outils financiers, des produits financiers qui ont dû être requalifiés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, on n'a pas été accusé de greenwashing, Dieu merci. Mais par contre, comme l'immense majorité des gérants d'actifs, nous avons effectivement reclassifié des fonds qui étaient dénommé article 9 dans le jargon de la réglementation SFDR en article 8. Et ça veut dire quoi? Alors voilà, c'est ça la bonne question. C'est ça la bonne question. Donc en fait, pour essayer de rendre les choses extrêmement simples, évidemment, nous sommes soumis d'abord aux besoins de nos clients, d'abord et avant tout, et ensuite à toute une série de réglementations. La réglementation en matière ESG, environnementale, progresse très vite en Europe, et je crois qu'il faut qu'on s'en félicite parce que ça va nous faire avancer tous collectivement. Le fait est qu'elle bouge très vite. Et donc, un certain nombre de fonds, et donc article 9, sont les fonds qui sont censés être les plus impactants sur le plan, positivement bien sûr, sur le plan environnemental. Et les fonds article 8 le sont également, mais un chouïa en dessous. Et les fonds article 6, pour tout vous expliquer, le sont moins. Et donc, Amundi avait été précurseur en la matière. Nous avions lancé beaucoup de fonds article 9. La réglementation a changé. Et donc, par conséquent, ceux qui l'étaient ne l'étaient plus, par souci d'être parfaitement en ligne, justement, et de ne faire aucun greenwashing, et d'être totalement en phase avec la réglementation actuelle. On a tout simplement reclassifié notre fonds comme la quasi-totalité des asset managers. Donc c'est un mauvais procès qu'on vous a fait. Quand est-ce qu'on y verra un petit peu plus clair, justement, dans les questions de normes financières vertes, où chacun fait quand même un petit peu ce qu'il veut, malgré l'article 6, l'article 9 ou l'article 8? Alors, encore une fois, ça va de mieux en mieux. Les réglementations sont horriblement complexes et c'est vrai, parfois relativement peu lisibles pour les clients particuliers finaux. Elles ne sont pas toujours cohérentes d'un pays à l'autre.
Elles évoluent assez vite, elles sont parfois même contradictoires en Europe, ce qui ne nous facilite pas la vie. Moi, je retiens l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on va dans la bonne direction. Je ne pense pas qu'on soit complètement et définitivement tous regardés sous le même angle avant 2 ou 3 ans, mais je pense que dans 2 ou 3 ans, les choses se seront aplanies, homogénéisées, et que ces sujets seront plus faciles à gérer. Voilà, alors on le disait, vous avez enregistré un résultat net assez exceptionnel l'an dernier, 1,2 milliard. Cependant, il est stable par rapport à 2021. L'environnement était compliqué, mais on a vu que d'autres acteurs de la finance annoncent des progressions de leurs résultats nets. C'est peut-être nous expliquer pourquoi c'est pas tout à fait la même chose, les résultats des banques et des gestionnaires d'actifs. Comment est-ce que vous expliquez cette divergence? Oui. Non, alors le métier de gestion d'actifs est un métier particulier. C'est une partie, j'allais dire, des services financiers. Nous, on ne prête pas d'argent à nos clients, bien évidemment. C'est nos clients qui nous le confient pour qu'on le gère au mieux en fonction de ce que sont leurs objectifs et de pendant combien de temps ils veulent qu'on le gère. Donc on a des revenus et des charges qui sont très corrélés au marché, puisque c'est la taille de nos actifs qui fait nos revenus. L'année dernière, 2022, c'était une année complètement extraordinaire, où les marchés actions et les marchés obligations ont baissé respectivement de 13 et 17%. Exceptionnel. Mais non, au contraire, on aurait dû avoir un résultat affreux l'année dernière, parce que les marchés baissant 13% actions et 17% obligations, en moyenne de 15%. Statistiquement, nos revenus auraient dû baisser de 15%. Hein. Nos revenus sont totalement indexés sur les... Voilà. Bon, on a la chance chez Amundi d'abord d'être incroyablement diversifié. On opère dans 35 pays dans le monde, donc tous les endroits n'ont pas été aussi difficiles. On a des clients extrêmement différents. On a 100 millions de clients particuliers, mais on a aussi 1 millier de grands clients institutionnels. Donc notre très grande diversification nous a permis d'avoir, j'allais dire, des résultats globalement en progrès, bien meilleurs, non pas en progression, mais en tous les cas, bien meilleurs que ceux de la plupart des gérants d'actifs dans le monde. Alors, juste une question complémentaire, très rapidement, une toute petite virgule. Vous êtes coté en bourse, donc vous êtes très maîtrisé dans votre communication, mais qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2023? Qu'est-ce que vous avez déjà dit ou pas dit au marché? Alors, ça va être corrélé avec ce que j'ai dit sur l'environnement économique. Les choses vont un peu moins mal que ce qu'on avait anticipé, mais on va rester dans une sorte de stagnation en 2023 en Europe au mieux, une récession aux États-Unis, peut-être un peu de croissance en Asie. Donc, en tout état de cause, la volatilité qu'on voit sur les marchés aujourd'hui va générer une très grande prudence de la part des investisseurs, et je pense qu'il faut qu'on reste prudent sur ce qui se passe en 2023. On a compris votre prudence, surtout sur le marché action. On a vu qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sortent de la bourse, qui se retirent de la cote, et on en voit aussi beaucoup qui ne veulent plus s'introduire. Comment est-ce que vous analysez ça et quel impact ça a sur votre business ? Pour être honnête, ça n'a aucun impact sur notre activité aujourd'hui. Mais sur le phénomène lui-même, je trouve ça complètement cohérent que dans une période comme celle d'aujourd'hui, où objectivement les choses sont un peu plus difficiles. Mais ça va presque un peu plus loin, non? Non, c'est trop compliqué, c'est trop court-termiste. Je pense pas que ce soit ça. Je pense tout simplement que c'est beaucoup plus efficace pour un entrepreneur de rentrer en bourse dans des périodes plus fastes que celle qui est aujourd'hui. Et ça ne m'étonne pas que certains, s'ils en ont la possibilité, puissent en sortir aujourd'hui. Mais je ne pense pas qu'on a énormément besoin de cette liquidité de marché, et on a énormément besoin de cette place, et on fait partie de cet écosystème. Ouais. Notre objectif à nous, c'est de nous assurer d'apporter aux entreprises qui investissent, qui grandissent, du capital. Parce qu'on a encore beaucoup de questions sur la concentration dans votre métier. Il va en avoir une ou pas dans les gestionnaires d'actifs? J'allais dire, théoriquement, il devrait continuer à y avoir une concentration dans la gestion d'actifs. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une industrie dans laquelle les marges baissent, et donc plus on est grand, mieux on est. Dans la pratique, en Europe, les grands gérants d'actifs sont encore principalement détenus par des banques. Et c'est une activité qui reste une activité rentable et qui consomme peu de capital. Donc pour le moment, les banques gardent leurs gérants d'actifs. On verra en fonction de ce qui se passe pour le futur. En tous les cas, Amundi est un consolidateur naturel.
on a réalisé beaucoup d'opérations de croissance Alors, externe de manière efficace. Justement, la dernière grosse opération, Ouais. en tout cas en Europe, c'est l'acquisition de Lyxor. C'est l'opération, ça a été une de vos premières. C'est vous qui avez bouclé l'opération. Lyxor, c'est un leader d'une certaine forme de gestion qu'on appelle la gestion passive, c'est les ETF. Est-ce que c'est bien adapté ce type de gestion justement à la volatilité qu'on enregistre en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas de regret de s'être développé dans cette voie? Ah non, aucun regret absolument. Amundi a vocation à fournir des solutions pour tous ces types de clients et donc à travailler sur tout type d'expertise. La gestion passive en fait partie. Les ETF, c'est un outil qui est peu cher, qui est très efficace, qui permet de se positionner sur le marché avec rapidité. Et donc, je souhaitais absolument que nous devenions le numéro 1 européen des ETF. Cette consolidation avec Lyxor nous a permis de le devenir et c'est un marché qui croît 2 fois plus que la gestion d'actifs de manière générale et donc ce sera un bon relais de croissance pour Amundi dans le futur. Juste rapidement, certains disent que c'est un peu une menace sur la stabilité financière, justement cette gestion automatique, j'ai envie de dire passive. Non, ça ne l'est pas pour une raison simple, qui est qu'aujourd'hui, si on regarde le marché des ETF en Europe, c'est, allez, on va dire 15% des investissements des clients particuliers. C'est très, très, très inférieur à 30% de la gestion dans sa globalité. Il n'y a aucune chance que ça déstabilise quoi que ce soit. D'accord. Alors, il y a un autre outil dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est les crypto-monnaies. On a eu peut-être crise du système bancaire. En tout cas, on a eu une vraie crise des crypto-monnaies. Quelle est votre position là-dessus? J'imagine que vous avez regardé ces outils. Est-ce que vous en proposez? Quelle est la doctrine, on va dire, Amundi? Alors, elle est très claire, la doctrine Amundi. On ne propose pas, on n'investit pas dans les crypto-monnaies et on ne propose pas de crypto-monnaies à nos clients, de manière absolument claire. Oui. Ouais, non, mais on est absolument clair sur le sujet. Pour une raison simple qui est que ce sont des investissements qui sont incroyablement volatiles, absolument pas régulés. Je ne remets pas du tout en cause l'efficacité de la blockchain en tant que telle, ni l'intérêt des crypto-assets par exemple, mais la crypto-monnaie en tant que telle, Amundi n'y touchera pas tant qu'une banque centrale ne s'en sera pas préoccupée. Toute dernière question. Yves Perrier a quitté la présidence du conseil d'administration d'Amundi. Il était remplacé par le patron du Crédit Agricole, Philippe Brassac, votre actionnaire principal. C'est quoi? C'est une forme de reprise en main du Crédit Agricole? On vous a mis sous tutelle, Valérie Baudson? Non, pas du tout, bien au contraire. Yves avait accepté... Qui prend la présidence d'Edmond Rothschild, de la banque Edmond Rothschild. Yves avait accepté, lors de ma prise de fonction, de prendre la présidence d'Amundi pour 2 ans, pour gérer sereinement cette période de transition. Il a été un mentor exceptionnel. Cette période de transition est à sa fin et donc je suis ravie de voir arriver Philippe Brassac comme président d'Amundi. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la deuxième partie de l'entretien HEC. Valérie Baudson. On va partir sur le campus avec le micro-trottoir, puis les questions des alumni. A tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. BFM Business et Challenge présentent l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Pierre-Henri de Menton. Rebonjour, retour à l'entretien HEC BFM Business Challenge avec Valérie Baudson qui est la directrice générale d'Amundi, 2000 milliards sous gestion, donc numéro 1 en Europe de ce métier très particulier qui est celui de la gestion d'actifs. On en a parlé longuement. On est encore pendant une demi-heure ensemble et on va tout de suite prendre le chemin du campus d'HEC avec des questions des alumni et des questions peut-être plus personnelles. Est-ce que vous connaissez l'asset management? Oui, il me semble que en français, c'est de la gestion d'actifs. C'est une gestion de patrimoine, elle se décline avec différents types d'actifs, que ce soit des actifs par exemple immobiliers ou des actifs financiers. C'est juste le fait d'allouer en fait, de la liquidité en fait, en finançant des projets, donc ça peut être différents projets. Et évidemment, cet échange-là se fait en échange d'un rendement. Donc en gestion d'actifs, on essaye d'obtenir le meilleur rendement pour le risque qu'on prend. Est-ce qu'Amundi vous dit quelque chose? Oui, de nom, on connaît un peu quand même.
Un peu de loin parce que c'est la gestion d'actifs, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais j'avais le nom en tête. Alors dans mon souvenir, c'est je pense que c'est le plus grand gestionnaire d'actifs français. Moi je connais Amundi parce que j'achète mes ETF et c'est des ETF Amundi. Donc grand développeur de tout ce qui est justement d'index. Est-ce que vous savez comment fonctionne le plan épargne salariale? On parle bien du système des retraites? Pas du tout. Épargne salariale, je pense que c'est l'entreprise peut-être qui met en place un système pour inciter ses salariés, dans une part de son salaire qui ne touchera pas directement, qui sera mis sur du coup de l'épargne et peut-être placé dans les actifs de l'entreprise, j'en sais rien. Je suis pas sûre que ce soit une incitation, hein. Je pense que c'est carrément un mécanisme de captation d'une partie du salaire au profit d'un système de retraite pour le salarié. Aimerais-tu pouvoir bénéficier de ce type d'épargne quand tu seras dans la vie active? Bah oui, pourquoi pas. Déjà, c'est un complément de revenu intéressant et puis ça permet de nous aligner avec la performance de l'entreprise dans laquelle on travaille. C'est juste, déjà, il est un peu difficile de faire des épargnes. Donc, avoir un système qui est déjà conçu pour les employés, c'est plus facile, ça devient plutôt automatique et c'est un peu indépendant de nous. Donc, même si on a un salaire pas très élevé, c'est plus facile d'avoir des épargnes. Donc, c'est une bonne idée. Pensez-vous qu'une société comme Amundi devrait prendre des engagements responsables et même se doit d'être engagée socialement et écologiquement en 2023? Alors là, à mon avis, je peux répondre parce que pour le coup, je connais assez bien Mirova, qui est une filiale d'Amundi et qui est une filiale extrêmement impliquée dans ce qu'on appelle le ESG. Et donc je pense que c'est déjà le cas et qu'Amundi soit déjà assez engagé. C'est un peu une évidence, dans le sens où si elle veut rester ne serait-ce que compétitive et par rapport à des concurrents qui ont déjà pris de tels engagements. Et on voit aujourd'hui que la déconnexion entre l'activité économique et l'environnement, le social, a mené à une destruction de beaucoup de choses, une destruction des écosystèmes, une destruction du dialogue social dans certaines entreprises. Donc évidemment, aujourd'hui, Amundi, comme toute entreprise, même pour sa survie, a intérêt à prendre en compte l'écosystème dans lequel elle s'inscrit et donc à faire des investissements vraiment dans la transition énergétique. Et si plus de capital est alloué aux entreprises durables et aux projets écologiques, le monde sera plus respectueux de l'environnement. Si vous étiez en face de Valérie Baudson, quelles questions lui poseriez-vous? Quels sont les actifs de demain sur lesquels Amundi va se focaliser pour mener à bien à la fois sa transition et garantir sa compétitivité? Quel va être mon rendement sur mes petits produits d'épargnants? Voilà, je voudrais savoir. Est-ce que vous seriez prête en tant qu'investisseur de considérer par exemple la performance économique au même titre que la performance environnementale et sociale et pas de forcément hiérarchiser les trois? Micro-trottoir donc sur le campus d'HEC. On voit qu'on est HEC parce qu'ils sont quand même assez au fait de très bons. business. Bons. Des propos recueillis par Sarah Benasser et Clémentine Impérial-Legrand. Un petit commentaire. Le rendement, ça sera quoi? Vous avez compris? Le rendement, mais il le sait bien puisqu'il l'a dit, il est forcément en fonction de ce dans quoi il a investi et surtout de la période qu'il conserve. Mais j'ai noté qu'il avait des ETF d'Amundi, donc s'il les avait achetés il y a 5 ans, ce qui m'étonnerait vu son âge, et il avait investi 1 000 €, il aurait 1 700 € aujourd'hui. C'est pas mal. Tout de suite, on poursuit. Alors, on quitte le campus, mais on reste quand même dans l'écosystème d'HEC parce que ce sont les questions des alumni qui tournent. On a bien vu aussi un peu autour de toutes ces questions. Puis des questions forcément pour les femmes. Pour une fois, c'est pas moi qui vais poser la question. À tout de suite. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Valérie Baudson, vous savez comment ça fonctionne. Ils vous ont posé des questions, on vous les transmet. La première question, forcément, on l'a mis en premier, quelqu'un que vous connaissez bien, qui connaissait bien Amundi, c'est Bertrand Badré. On écoute. Bonjour Valérie, Bertrand Badré, je suis associé et fondateur de Blue Like an Orange Sustainable Capital. Et j'ai été, il y a quelques années, directeur financier du groupe Crédit Agricole. Et à ce stade, je fais partie de ceux qui ont négocié la création d'Amundi au destin de qui tu présides aujourd'hui. Alors ma question, elle est très simple. Amundi est un des géants de la gestion d'actifs, très engagé dans l'ESG et dans l'impact. Entre les Américains en particulier qui disent qu'on en fait trop et un grand nombre d'ONG qui disent qu'on n'en fait pas assez, comment on progresse? Merci. Comment on progresse, dit Bertrand Badré? C'est une excellente question de Bertrand. Il a tout à fait raison. Et moi, je vis cette espèce de contradiction actuelle entre on en fait trop ou on n'en fait pas assez comme une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on fait des choses pour de vrai et que du coup, les opinions divergent. La solution dans cette configuration-là,
c'est d'être extrêmement clair sur ce qu'on fait, d'être très transparent sur ce qu'on fait, d'avoir une ambition, de donner des chiffres et de délivrer des résultats. Et c'est ce que nous obligeons à faire jour après jour chez Amundi. Et accessoirement, le fait que nos compétiteurs américains soient plus ambivalents sur les sujets aujourd'hui que nous est une très bonne nouvelle, parce que ça nous permet à nous de prendre des parts de marché avec les clients qui y croient. Voilà, alors vous faisiez référence, je pense à BlackRock qui a un petit peu changé son optique, mais l'opinion américaine n'est pas tout à fait la même qu'en Europe. Alors la deuxième question, c'est celle de Joseph Chouefati. Bonjour, je suis Joseph Chouefati, cofondateur et CEO de Goodvest, solution d'épargne engagée pour l'environnement. Début 2023, vous avez pris la décision de déclassifier vos fonds article 9 au sens de la réglementation SFDR qui classifie la durabilité d'un fonds, car les objectifs environnementaux n'étaient pas suffisamment exigeants. Vous jugez le cadre réglementaire incertain, néanmoins le réchauffement climatique, lui, est certain. En tant que premier gérant d'actifs européen, ne devriez-vous pas montrer l'exemple et afficher des objectifs environnementaux au niveau de l'urgence écologique actuelle ? Vous voyez, on y revient, hein, toujours. On y revient, oui. Je ne vais pas revenir sur l'article 9 et l'article 8, mais par contre, je partage évidemment parfaitement... Il y a beaucoup d'attentes, hein, quand même. Le point de vue... Non, mais je ne peux que partager intégralement le point de vue de Joseph. Et même si nous sommes d'abord et avant tout soumis à ce que nos clients veulent faire de leur argent et à ce que nos régulateurs nous imposent, on fait chez Amundi absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour faire avancer les choses. On investit très régulièrement dans des projets. Plus ou pas ? Dans des projets très courts. À ce stade, honnêtement, je suis certaine que nous sommes le leader mondial sur le sujet. On gère plus de 800 milliards d'encours en investissement responsable aujourd'hui. Tous les clients qui nous ont permis de le faire, on le fait pour eux. Et puis, on investit dans toute une série de projets extrêmement concrets pour faire avancer les choses. On vient par exemple de lancer un fonds avec les caisses régionales du nord-est de la France où on investit sur le territoire extrêmement concrètement sur des projets d'énergie renouvelable ou d'agri-voltaïque, par exemple. Question de Mehdi Bakali. Bonjour Madame Baudson, Mehdi Bakali, HEC Entrepreneur 2020, cofondateur de Upfund, une start-up dans l'immobilier tertiaire. Considérant les changements majeurs qui sont arrivés, notamment avec l'IA et les modèles type GPT-4, comment vous pensez que les lignes de métier chez Amundi vont être affectées par cette innovation ? Et comment vous allez vous préparer à horizon 10 ans pour gérer cette innovation ? C'est une très bonne question. C'est à mon sens probablement la plus grande révolution depuis l'arrivée d'Internet. Et donc je suis extrêmement positive à l'idée que cette aide va permettre de gagner beaucoup en productivité et en intérêt de leur travail par beaucoup de nos salariés. Il y a un point qu'il faut qu'on regarde vraiment avec beaucoup d'attention, c'est la confidentialité, bien sûr. On est dans un secteur financier où il est essentiel qu'on conserve la confidentialité de ce qu'on fait pour nos clients. Mais une fois qu'on aura réussi à être rassuré sur ce sujet-là, je suis sûre qu'on utilisera ces techniques avec beaucoup d'intensité. Alors, une question de Philippe Morel. Bonjour Valérie, Philippe Morel, HEC 86. Je travaille dans le secteur des nouvelles technologies. Alors, entre blockchain, big data, intelligence artificielle, etc., les nouvelles technologies ont un impact considérable sur des secteurs entiers d'activité. La gestion d'actifs semble relativement protégée. J'en veux pour preuve que les grands acteurs deviennent plus grands et plus rentables. Donc, je voudrais comprendre entre menaces et opportunités les impacts de la nouvelle technologie sur les activités d'Amundi. Les technologies, c'est une opportunité fantastique dans nos métiers. C'est une opportunité en interne, parce que comme je le disais tout à l'heure, nos métiers, c'est d'abord et avant tout comprendre l'information géopolitique, économique du monde entier. Et donc, plus on est aidé dans cet exercice-là, plus on est efficient. Et c'est une opportunité en externe aussi, parce que de plus en plus de nos clients, en particulier les grands distributeurs bancaires, les banques, ont besoin d'outils et de solutions technologiques pour donner des conseils plus efficaces à leurs clients particuliers finaux. Et on a cette chance chez Amundi d'avoir des équipes technologiques extrêmement performantes. Je pense que c'est une des valeurs ajoutées de cette maison. Et donc oui, une opportunité absolument. On poursuit, il y a beaucoup de questions, hein, Valérie Baudson. Une question cette fois-ci de Geoffroy Bragadir. Bonjour, je suis Geoffroy Bragadir. Je suis managing partner et cofondateur de Ring Capital,
une société de gestion dont les fonds sont dédiés à avoir un impact direct sur un problème social ou environnemental. Je suis là pour te poser une question. Amundi est une société de gestion d'actifs. Votre métier, c'est de proposer des solutions d'épargne ou d'investissement pour vos clients. Mais j'ai cru comprendre que vous faisiez également de la vente de technologie. Et ma question est simple, c'est un métier très différent. Quel rapport avec la gestion d'actifs ? Oui, alors ça va compléter la question précédente. En fait, on a effectivement la chance d'avoir construit en grandissant sur les 15 dernières années un outil technologique qui est très performant, qu'on a toujours développé en interne. Et donc, on a aujourd'hui des solutions qui sont vraiment à la fois très modernes, très efficaces, puisqu'elles sont adaptées à ce qu'est Amundi aujourd'hui, gérer 2000 milliards dans 35 pays dans le monde. Et donc, on a créé, il y a 1 an et demi, un nouveau métier qui s'appelle Amundi Technologie. Oui. On vend désormais de la technologie, on n'en est plus seulement un asset manager. Eh bien, on vend notre technologie, c'est-à-dire nos outils informatiques pour faire de la gestion, qui servent à nos gérants, etc. On les vend à d'autres gérants d'actifs. Et on a d'ailleurs très peu de compétiteurs dans ce domaine, et donc c'est une des raisons pour laquelle c'est un relais de croissance future d'Amundi. Et on vend également des solutions aux grands distributeurs de gestion de sous-mandat ou de gestion conseillée qui permettent à ces distributeurs d'avoir des conseils très adaptés et très efficaces dans un mode digital pour leurs clients particuliers finaux. Bien, écoutez, encore 3 questions. On va en regrouper 2 si vous le permettez. Donc 2 questions, une de Muriel D'Ambrioso et l'autre de Mercedes Serra. Muriel D'Ambrosio-Payous, promotion 94, responsable de clientèle institutionnelle, France, chez Goldman Sachs Asset Management. Que de chemin parcouru depuis l'inspection générale d'Indosuez, où je t'ai connue, déjà si construite et si déterminée. Même si la place des femmes progresse chaque année, seulement 14 d'entre elles sont à la tête de sociétés du SBF 120 et tu en fais partie. Pourrais-tu partager, Valérie, avec nous, quelques éléments de la recette qui t'a permis d'atteindre le sommet d'Amundi? Deuxième question, quels conseils aurais-tu souhaité recevoir en début de carrière et que tu aimerais partager aujourd'hui avec nos jeunes camarades en début de vie professionnelle? Enfin, comment définirais-tu ton style de management et penses-tu qu'il y a des spécificités propres aux managers femmes? En te remerciant, à très bientôt. Bonjour Valérie. Écoute, d'abord te dire qu'on est très fiers que tu occupes cette fonction et que tu aies pris la suite d'Yves Perrier. Quand moi j'ai appris cette nouvelle, en tout cas, je peux te dire que j'étais très fière. Je pense que c'est important pour nous les femmes que des femmes comme toi succèdent à de très bons managers comme Yves. Et je suis sûre que tu as des conseils à donner aux femmes pour qu'elles, à leur tour, elles accèdent à des postes aussi importants. Merci. Mercedes Serra, Muriel D'Ambrosio, vos conseils, votre management est-il différent? Il y a d'autres femmes de par le monde qui gèrent des groupes aussi importants que le vôtre dans la gestion d'actifs? Oui, la patronne de Fidelity est une patronne, par exemple. Non, il y en a quelques-unes, absolument. C'est une majorité d'hommes, bien sûr, encore, mais il y en a quelques-unes. Et c'est un métier dans lequel la féminisation progresse beaucoup. Chez Amundi, on a plus de 30% de femmes au comité exécutif. On a des grandes patronnes de très grands pays d'Amundi, les États-Unis, l'Italie, qui sont des femmes. Et donc, évidemment, on encourage la diversité sous toutes ses formes, mais bien sûr sous cette forme-là en particulier. Alors, les conseils, je crois se faire confiance, oser prendre des risques. Je l'ai fait, je crois, naturellement, et ça a été utile à plusieurs reprises dans ma carrière. Quand je regarde les femmes dirigeantes et talentueuses que j'ai autour de moi, je leur recommande toujours de non seulement délivrer tout ce qu'elles ont à délivrer pour l'entreprise, mais aussi de le faire savoir. C'est important de marketer ses propres performances, évidemment. Et puis, c'est très important aussi, surtout dans les grands groupes comme les nôtres, d'identifier quels pourront être vos sponsors ou vos mentors. Des gens qui vous feront confiance et qui vous confieront des missions supplémentaires toujours plus grandes. C'est ça qui vous permet à la fin d'avoir la compétence pour assurer ce genre de fonction. Le rapport au risque des femmes est-il différent? Je t'ai piqué la question. Le rapport au risque est-il différent?
Christine Lagarde dit qu'en fait, il y a moins de testostérone, donc c'est quand même plus safe quand c'est des femmes. Est-ce que c'est vrai? Et qu'il n'y aurait pas la crise de 2008 s'il y avait eu plus de femmes. Moi, cette notion d'oser, c'est quelque chose que je donne à tous j'allais dire, les jeunes talentueux que je rencontre, hommes ou femmes. Je pense qu'il faut absolument accepter dans notre monde de prendre des risques, mesurer bien évidemment de prendre des risques. Et j'ai toujours un peu de mal à dire les hommes font ceci, les femmes font cela, parce que la réalité c'est qu'on est tous uniques. Mais votre rapport, votre rapport au risque, il est le même que celui qu'avait Yves Perrier par exemple? Non, en fait, on a beaucoup de points communs avec Yves. Oui. On a beaucoup de valeurs en commun. Alors, où sont les différences? On a beaucoup de valeurs en commun. On a beaucoup de points communs dans le sens où on apprécie beaucoup l'entrepreneuriat et je pense que c'est ce qui nous rassemblait énormément. Ouais, et une forme de courage. Risque. Ouais, mais du coup, c'est ça. Être courageux, c'est être capable de prendre des risques, encore une fois mesurés dans nos métiers, mais être courageux, c'est être capable de prendre des risques avec intelligence et ça sert beaucoup quand on dirige des entreprises comme les nôtres. On n'aura pas vraiment la réponse, hein, Pierre-Henri. En tous les cas, on arrive à la fin de cet entretien HEC. On voit bien quand même que pour vous, il n'y a pas vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Donc c'est ça. Non, c'est pas qu'il n'y a pas de différence. Non, mais je vais répondre mieux à votre question si vous le souhaitez. Moi, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de différence. Je pense qu'il faut impérativement les deux pour créer de la richesse et que c'est toujours beaucoup plus compliqué que A et B ou 0 et 1 et qu'il faut tout pour faire un monde intelligent. Voilà. Et bien tiens, dernière question, ça va nous projeter dans l'avenir un peu. C'est une question de Olivier de Demandol. Bonjour Valérie, Olivier de Demandol, HEC 95, partenaire chez Oliver Wyman, qui est une société de conseil en stratégie. Ma question est la suivante. Nous traversons une période qui fait peur avec les pandémies, les guerres, les tensions sociales, très récemment les faillites bancaires. Et investir, c'est avoir foi en l'avenir. Et toi, tu es à la tête du premier gestionnaire d'actifs en Europe. Et donc, je me demande comment est-ce que toi, tu regardes l'avenir et quel impact ça a sur ta façon de piloter Amundi. Je regarde l'avenir. Non, mais c'est une très bonne question. Je regarde l'avenir de manière assez positive pour deux raisons. La première, c'est que l'industrie dans laquelle j'opère est une industrie qui aura beaucoup à faire dans les années à venir, à cause du vieillissement de la population dont on parlait tout à l'heure, à cause de la progression des retraites. Et donc, il faudra qu'on soit là pour accompagner nos clients. Et puis, je le regarde aussi avec un œil positif. Pourquoi ? Parce que c'est notre métier à nous de trouver dans des environnements extrêmement compliqués des opportunités d'investissement pour nos clients. C'est ce qu'on fait toute la journée et c'est ce qu'on continuera à faire. C'est presque la conclusion. On a encore 2-3 questions avec Pierre-Henri. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business. Juste une question, on parlait tout à l'heure, Valérie Baudson, du partage de la valeur, de l'accord qui a été signé. De combien les salariés d'Amundi ont été augmentés et combien avez-vous été augmentés? Alors, de combien les salariés ont été augmentés? On a évidemment, partout dans le monde, les augmentations ont été assez corrélées au niveau d'inflation qui n'est pas le même. Mais pour parler de la France, les salariés d'Amundi ont tous été augmentés de 1 800 € en juillet dernier. Mais ça fait quoi? C'est plus 5%, plus 10%, alors, plus 6%, c'est quoi? C'était 2% de la masse salariale à cette époque-là et ont été augmentés à nouveau de 2,4% au 1er janvier. Donc, pour les plus bas salaires, ça représente plus de 6%. Auquel il faut ajouter 800 € pour chacun de primes, ce qui est significatif. Et puis, pour faire le lien avec tout à l'heure, les salariés d'Amundi ont également une participation, un intéressement très significatif. Ils touchent également tous entre 4 500 et 12 000 € chaque année de participation et d'intéressement. Et vous, votre salaire a été augmenté de combien? Je ne vous demande pas votre salaire, je demande juste, ça sera pour l'émission prochaine. Alors, je ne peux pas répondre à cette question parce que malheureusement, l'information n'est pas encore arrivée auprès de nos actionnaires. Ça aurait été avec plaisir, mais là, je ne peux pas. Il faut que je respecte la gouvernance de l'entreprise. On saura ça à l'Assemblée générale. On saura ça à l'Assemblée générale.
Pierre-Henri. Oui, une question, vous n'avez pas y échappé sur la réforme des retraites, mais une question un peu surprenante sur une autre réforme. Qui est celle qui avait été faite déjà sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, par Bruno Le Maire, la mise en place d'un plan d'épargne retraite. Donc c'est la fameuse retraite par capitalisation, tabou absolu, hein, les fonds de pension, etc. Les Français, ils sont très hostiles pourtant. Est-ce qu'ils ont adopté cette forme d'épargne, le plan d'épargne retraite, qui est, vous le confirmez, je pense, de la capitalisation, ni plus ni moins. Est-ce que vous en vendez beaucoup? Oui, alors... Et puis même, je crois que vous préparez aussi d'autres outils. Alors, évidemment, la retraite par répartition, c'est le fondamental de la France. Mais dans à peu près tous les pays du monde, aujourd'hui, il y a 3 piliers à la retraite. Une retraite qui a évidemment l'État comme source principale. Une retraite qui est généralement payée par les entreprises et parfois une retraite complémentaire individuelle. Cette fameuse loi Pacte a apporté ces 2 outils, le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif pour les entreprises, et le PERI, le plan d'épargne retraite individuel pour les particuliers. Et aux chiffres qu'on constate, effectivement, sur le marché, ils progressent de manière très significative. Ce n'est qu'un début hein, en France aujourd'hui, mais ils progressent de manière très significative. On a, chez Amundi, on gère à peu près 40% de l'épargne salariale des Français. Donc on a 4 millions de clients particuliers et je souhaite absolument qu'on continue à progresser, que ce soit en matière d'épargne salariale ou en matière d'épargne retraite, parce que c'est une épargne utile hein, pour donc, les particuliers en bout de chaîne. Répartition, capitalisation, exactement. Mais quand même, les Français ça commence à s'infiltrer un tout petit peu dans leur mentalité, non? La retraite par capitalisation. Parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de retraite du tout. Je pense que ces outils-là sont des outils qui seront efficaces, qui seront complémentaires en France, mais qui seront efficaces. Et pour le moment, ils sont déjà très utilisés par les grandes entreprises. Et il faut qu'on contribue à les faire descendre dans toutes les petites entreprises françaises, y compris dans l'artisanat. On y participera. Merci. Juste un mot. Il faut acheter ou il faut vendre? Alors, des obligations, acheter ou vendre? Des obligations corporate, il faut acheter. Les actions, il vaut mieux s'en garder pour le moment. Merci, ça sera le mot de la fin. Merci Valérie Baudson d'avoir été avec nous. L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.